Salutations les amis, c'est Nel Durian et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo manga dans laquelle cette fois-ci vous n'aurez pas qu'une seule œuvre, mais bien deux, réunies par un thème commun qui est la Dark Fantasy. Je ne serai pas seul pour cette aventure, je serai accompagné d'un ami de YouTube que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant et avec qui on échange régulièrement. Il s'agit de David Kollek, que je vous encourage tout de suite à aller soutenir sur sa chaîne, mais j'y reviendrai en conclusion de cette vidéo. En effet, David Kollek, c'est quelqu'un que j'ai connu au travers de l'onglet communautaire, comme quoi voilà, l'aventure que j'ai commencée il y a quelques années maintenant sur YouTube porte ses fruits, puisque oui, je rencontre des gens de la communauté, je discute avec eux à minima, et c'est la moindre des choses, et franchement c'est génial. Et donc David Kollek, c'est l'une de ces concrétisations menées jusqu'au bout. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous avons une vidéo en commun collaborative que je suis très heureux de pouvoir vous proposer sur cette chaîne et qui sera aussi disponible sur sa chaîne grâce à cette nouvelle fonctionnalité YouTube qui permet vraiment une véritable collaboration. Ceci étant dit, je vais commencer à vous parler de la série que je vais présenter, à savoir Tower Dungeon. Tower Dungeon, d'abord un premier tome en mai 2025, puis le second tome en début septembre 2025. Et oui, ça fait quand même 4 gros mois d'attente à chaque fois. Mais alors, ça vaut le coup d'attendre. Sachez qu'un troisième tome paraîtra en mars prochain. C'est la date prévisionnelle qui est affichée pour l'instant sur le site. Ce qui veut dire que les 4 mois qu'on a eu séparant les deux sorties que je tiens là, eh bien cette fois-ci ce sera bien plus qu'il faudra attendre. Mais bon, c'est pas comme si on n'avait pas à manger à côté, hein. Il y a quand même beaucoup de sorties. Donc on prendra notre mal en patience pour avoir la suite de cette histoire, surtout que le tome 2, je fais un petit fast-forward, s'achève d'une manière horrible. Ah bah alors, Tower Dungeon m'a surpris, notamment par son dessin, alors que je connais très bien le travail de l'auteur, qu'il s'agisse d'Abara, Blame, Biomega. Tsutomu Nihei, c'est un petit peu l'art de l'expérimentation. Il adore se lancer sur des terrains qu'il ne maîtrise pas forcément, mais pour pouvoir justement éprouver ses talents, ou en tout cas se découvrir de nouvelles manières de réaliser ses plus belles œuvres. Et là, bah, je pense qu'il tient quelque chose de nouveau, encore une fois. Parce que je n'ai jamais retrouvé cette patte graphique dans aucun de ses travaux, si ce n'est sur le plan architectural eh bien, de tous les bâtiments qui nous sont présentés. Parce que Tower Dungeon, comme son nom l'indique, eh bien, va parler d'une tour. Et pas n'importe quelle tour. La tour des dragons. Tsutomu Nihei, les amis. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que je sais que dans ces vidéos manga, j'ai aussi beaucoup de personnes de ma communauté comics qui viennent me suivre sur cette aventure. Et je vous en remercie. Donc normalement, dans ces gens-là, il y a peut-être des vieux abonnés. Et des abonnés qui ont connu cette fameuse vidéo dans laquelle je parlais de Halo, The Graphic Novel, qui était sorti chez Vestron. Il y a eu 2 tomes, mais je me suis infligé que le premier, parce que bah, c'est bien de se flageller la tronche, mais une fois ça va, quoi. Tsutomu Nihei y avait produit une histoire concernant le fameux... je sais plus comment, mais là, le Renoir hyper vénère, hyper badass de Halo, le sergent Johnson, je sais plus, hein. Franchement, la licence Halo est tellement lointaine pour moi aujourd'hui, je ne suis plus très certain des noms des protagonistes, si ce n'est bien sûr John. Oui, ça d'accord. Tsutomu Nihei, c'est aussi Wolverine Snicked, vous voyez? Donc il a fait pléthore de choses, mais lorsqu'il est dans son univers, et pas sur du travail de commande, si vous me permettez l'expression, eh bien c'est là où on rentre dans la psychologie de cet auteur absolument fascinant. Pour autant,
Toute sa bibliographie tourne autour de la SF, quand on regarde bien tout ce que je vous ai cité par exemple un peu plus tôt. C'est dingue de se dire que là, il part sur la dark fantasy, notamment en usant d'un style que je trouve nouveau. Et si je mets autant l'accent sur l'architecture dans ses œuvres, parce qu'il n'y a pas que dans Tower Dungeon dont il a su faire montre de ses talents pour ça, eh bien c'est parce qu'il était architecte de formation. Et que lorsqu'il a eu 20 ans, ça l'a pas fait. Sortant de cette carrière qui n'était pas pour lui finalement, eh bien il s'oriente vers un média qui touche tous les peuples. Pas seulement les gens du Japon, mais tout le monde. Et c'est ça qu'il voulait. Il est parti sur le manga. Et il est parti sur la SF. Et il est parti sur des éléments de décor qui ont su être sa signature. Des décors époustouflants par le niveau de détail, mais aussi par le gigantisme. Tower Dungeon, les amis, qu'est-ce que ça raconte? Et ouais, c'est quand même ça qui est le plus important. Et Tsutomu Nihei, jusqu'à présent, m'avait habitué, moi, en tant que consommateur de sa bibliographie, eh bien, d'un certain degré d'exigence, de complexité dans ses histoires. Toujours avec un thème fondateur, teinté d'énormément de SF, c'était l'avenir de l'humanité, la condition humaine, le transhumanisme, les choses comme ça. Eh bien là, on est sur un départ très shonen, avec un jeune garçon nommé Yuva, dans un royaume qu'on ne présente pas vraiment, sauf, encore une fois, on peut se rendre compte que c'est très médiéval, que les gens vivent dans des tours, dans des petits donjons, etc., disséminés sur des plaines un petit peu en relief quand même. Donc on est un petit peu sur des montagnes plaines, voilà, c'est vraiment un univers médiéval. La magie est présente, les monstres sont présents, et puis les honnêtes gens et les moins honnêtes essayent de survivre dans tout ça. Il y a un roi qui, dès les premières pages, se fait exécuter par un grand seigneur nécromancien. Et ce seigneur nécromancien va s'emparer, kidnapper la princesse du royaume, donc la fille du roi. À partir de là, il va se servir d'elle pour invoquer la tour des dragons. Et c'est là que le récit commence, avec ce jeune garçon, Yuva, le grand jeteur de grains. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre à la con? Eh bien en fait, Yuva, c'est tout simplement un paysan qui paraît tout frêle, et pourtant le mec est hyper costaud. C'est-à-dire que il n'a pas des muscles de zinzin, mais le type est capable de porter des trucs gigantesques, sans trop transpirer, et c'est d'ailleurs cette qualité-là qui lui vaudra un rôle certain dans la suite de ses aventures. Mais revenons un petit peu sur ses origines, eh bien il n'y en a pas. On nous présente un personnage, de but en blanc, il est en train de donner à manger à des poules, et puis le malheur vient à lui. En fait, la princesse doit être délivrée, donc la garde royale envoie ses troupes dans cette fameuse tour des dragons, qui est absolument gigantesque. Donc tout ce que je vous ai dit en introduction de cette vidéo avec le gigantisme, les architectures complètement rocambolesques. Le problème avec Tsutomu Nihei, c'est que je vais manquer de superlatifs pour qualifier ces bâtiments. C'est un truc de dingue. Donc je vais plutôt vous donner des dimensions qui nous sont données dans le tome 2, mais c'est pas vraiment un spoil. Disons que ça vous permettra de mieux appréhender la taille de cette tour. Eh bien, imaginez, je sais pas, 18 km de haut pour 3 km de diamètre, et imaginez que chaque étage est divisé en plusieurs segments, et que le seigneur nécromant qui est tout au-dessus, en tout cas on l'imagine, eh bien dispose des troupes, plus ou moins bien investies, au travers de tous les étages. Et que bien sûr, on ne peut pas gravir tous les niveaux d'un seul coup, parce qu'il nous faut des vivres, il nous faut des soins. Donc on a un petit peu une quête qui nous rappelle certains jeux vidéo, des grands noms du genre, Elden Ring, Dark Souls. Si je vous ai parlé de la garde royale, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, à mesure que la garde royale envoie ses troupes pour tenter de libérer la princesse des griffes du nécromancien, eh bien, ils vont se faire dégommer la gueule par les monstres qui habitent cette tour gigantesque. Et on ne s'en rend pas bien compte au début de qu'est-ce qu'il y a dans cette tour. On peut imaginer qu'il y a un dragon, ou des dragons, étant donné que le nom de cette tour est quand même la tour des dragons. Et pour autant, je trouve qu'il y a des monstres tout aussi terrifiants qui ne sont pas des dragons, qui l'habitent. Et on en découvre quelques-uns dans ce tome 1, mais dans le tome 2, on va plus loin. Et dans le tome 2, on commence aussi à avoir des éléments externes qui viennent impacter positivement ou négativement la quête de Yuva et de ses coéquipiers. J'allais dire de ses amis, mais on n'y est pas encore tout à fait. Parce que Yuva, comment il va être mêlé à tout ça? C'est simple. Lui, il nourrit ses poules. Pas de problème, il avait une vie posée, et ça l'emmerde un peu. Je pense qu'il rêve d'aventure, mais ça nous est pas vraiment dit comme ça.
Il y a juste une petite scène à un moment donné où il parle avec sa sœur et ses grands-parents, et effectivement, il détermine que pour sa vie, il aspire un petit peu à autre chose, qu'il a envie de pouvoir découvrir une force en lui, ou en tout cas servir à quelque chose de plus grand, servir une cause plus grande. Sa sœur n'est pas du tout d'accord avec lui et a du mal à le comprendre. Et sa sœur aura un impact plus tard, donc c'est pour ça que j'en parle. Funapa. Et j'ai beaucoup aimé cette relation qui est très simple au début, mais qui marche en fait. Elle n'est pas faite d'artifice. Et c'est ça qui est génial avec Tsutomu Nihei, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'artifice. Tout est assez brutal. Vous voyez, c'est ça que je trouve complètement dingue. Mais ça, il faut pouvoir le lire pour l'appréhender, parce que les relations entre les personnages sont très importantes dans Tower Dungeon. On n'est pas sur du slashing de mobs intempestifs dans des étages un peu comme dans un isekai ou que sais-je. Si j'ai fait un parallèle avec des jeux vidéo tout à l'heure, Elden Ring, Dark Souls et d'autres, ce n'est pas pour rien, c'est parce que là, on a vraiment des personnages qui vont devoir s'équiper pour essayer d'aller de plus en plus loin dans la tour et trouver des moyens, des raccourcis pour pouvoir accéder au niveau supérieur sans se retaper à chaque fois les étages rébarbatifs et très dangereux. Si Yuva va être mêlé à tout ça, c'est très simple. En fait, la garde royale va manquer de personnel pour pouvoir libérer la princesse. Donc ça devient grave. Ils vont dans les villages alentours pour essayer pour pousser au volontariat, trouver des gens qui pourraient intégrer la réserve militaire de la garde. Mais pour être dispensé d'aller au combat, il faut fournir une quantité de vivres astronomique. Et ça, dans le petit village où vit Yuva, ce n'est pas possible. Et comme il figure parmi les plus jeunes et les plus costauds aussi de ses compères, eh ben c'est lui qui va se proposer pour aller au combat. Donc il va rejoindre des gens qui sont déjà chevronnés, qui ont déjà, même pour certains, été très éprouvés par ce qui se passe dans la Tour des Dragons. Eh bien, il va devoir se faire une place parmi ces nouveaux personnages-là qu'il découvre. Et justement, j'ai trouvé que le récit ne s'intéressait pas que à Yuva, mais aussi à cette toute petite galerie de personnages secondaires qu'on prend le temps d'apprécier sans pour autant avoir d'origin story. Et ça, c'est quelque chose qui arrive rarement. Bien souvent, dans les shonen qu'on connaît bien, eh bien, on a toujours ces grands flashbacks des personnages qui nous expliquent pourquoi ils en sont là aujourd'hui et comment ils en sont arrivés là. Et bien pour Yuva, pas du tout. Et pour les autres, pas du tout non plus. Avant de laisser la parole à mon cher ami David qui va vous présenter une très belle œuvre, eh bien un petit mot pour finir avec les différents formats existants pour Tower Dungeon, parce que c'est intéressant de voir que Glénat nous propose une version collector pour chacun des tomes de la série. En tout cas, pour les deux premiers, c'est le cas et ça sera le cas pour le troisième. Nous avons donc un format collector, celui que je vous ai présenté, avec une belle couverture rigide en simili-cuir, avec un effet embossé relief dessus, et qui est à 10,95 €. Voilà, bon, c'est forcément plus onéreux. Et le format standard, qui est exactement identique en termes de pagination, c'est-à-dire environ 160 pages, eh bien 7,90 €. Donc à vous de voir sur lequel vous partez, mais moi, honnêtement, le format collector m'a tapé dans l'œil à fond. Et puis, Tsutomu Nihei, bah vous avez compris, c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Donc, je mets les sous. Je vais donc vous laisser en compagnie de David, les amis, avec Servine. 228 pages, 7,95 € chez Pika. Et David m'a convaincu, donc c'est ma prochaine lecture. David, c'est à toi. Je t'ouvre le portail. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de faire votre connaissance aujourd'hui. Et avant de commencer, je tenais à te remercier mon cher Nel Durion. Merci de me recevoir chez toi. Merci de m'inviter sur ta chaîne aujourd'hui. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Et tu me donnes en plus l'occasion de parler d'un manga puissant. Servine, le roi oublié, sorti chez Pika Édition Seinen le 15 octobre dernier. Pika Édition, j'aime bien, j'ai lu l'Attaque des Titans. En ce moment, il y a aussi Blue Period qui continue de sortir. Donc ça, c'est des mangas que j'adore, que j'affectionne. Un peu de contexte sur le choix de ce manga. C'est très simple, j'étais en train de lire un manga qu'un de nos youtubeurs préférés nous a conseillé récemment sur sa chaîne. Il s'agit de Beryl de Paysan à Maître d'Armes. Excellent choix d'ailleurs. Franchement, j'adore ma lecture, c'est un vrai kiff. Sauf que j'ai été interrompu par une notification d'un commentaire sur une des vidéos YouTube. Il s'agissait de Nel Durion. Le 15 octobre, jour J, je reçois un message de Nel Durion qui me demande si j'ai vu passer le fameux Servine, le roi oublié.
un titre de Dark Fantasy. Ni une ni deux, comme vous pouvez le voir sur ces images, j'ai foncé en librairie, voilà, j'ai foncé, j'y suis allé, et je me suis procuré ce fameux manga. Pika Édition fait les choses bien, parce que pour l'achat de ce premier tome, vous aviez un ex-libris offert, selon la limite des stocks disponibles en librairie, bien sûr. Kosuke Hamada, c'est un mangaka que je ne connaissais pas, j'ai fait mes petites recherches. Son précédent manga était un manga sur le badminton, ça s'est terminé en 16 tomes au Japon. Il y en a 3 qui sont sortis en France, mais ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de tome 4. Donc je me demande s'ils n'ont pas arrêté justement la publication de cette série en France. Pourtant, gros succès au Japon, il y a même eu un animé en une 12aine d'épisodes, mais là il revient avec un manga depuis 2022, sorti dans un magazine japonais. Donc il y a eu au Japon 7 tomes de sortie pour l'instant. Nous, Pika nous promet une sortie toutes les 3 mois, donc prochaine sortie, tome 2, ce sera le 21 janvier 2026 prochain. Donc je suis très content, je vais vous dire de quoi ça parle, c'est maintenant. Une œuvre de Dark Fantasy du pur seinen que je déconseille aux moins de 16 ans. Pika Édition ont mis 14 ans et plus, je ne suis pas d'accord. Il y a pas mal de scènes d'agression sexuelle, des scènes de viol. En dessous du sommaire, il y a quand même un petit texte qui explique que c'est une œuvre de fiction, que ça ne fait pas l'apologie du viol. C'est un monde très dur qui vous attend dans ce manga. Un monde très très dur, très violent. L'un des descendants de Berserk, inspiré, complètement assumé d'ailleurs, hein, de Berserk ou du Seigneur des Anneaux. Et franchement, j'ai passé un super moment de lecture. Je vous conseille vraiment de plonger dans Servine, le roi oublié. Alors, je prononce Servine et pas Servin, parce que je me dis qu'en japonais, ça donnerait un truc du genre Watashi wa Servin desu. Et pas Watashi wa Servin desu. Bon, j'exagère un petit peu et mon dialecte japonais va s'arrêter là, je vous rassure. Arigato gozaimasu. Ici, on a un manga de Dark Fantasy qui fait du bien. C'est quand même, hormis cette inspiration évidente de Berserk ou Seigneur des Anneaux, c'est un monde à part, c'est un monde inédit. On sent qu'il y a vraiment un sacré boulot de documentation ou une vraie mythologie de créer. On sent que ça va être qu'il y a de l'épaisseur, que c'est construit, même si dès le début, on nous prend pas par la main, on nous contextualise pas ce nouveau monde. Nous rentrons dans l'action dès la première page avec Servine, le roi de Elantol, qui s'est fait trahir par ses alliés, le fameux empire Iria. Donc il y a ce fameux prince numéro 3 qui est venu envahir son royaume. Il essaie de défendre du mieux qu'il peut. Malheureusement, on l'a éloigné en prétextant une fameuse table ronde. On se rend compte dès le début qu'il y a une mythologie de mise en place, parce que le royaume d'Elantol qui se fait attaquer par l'Empire Iria, on se demande pourquoi ils s'en prennent à eux. Très simple, la femme du roi, elle s'appelle Anna, en fait c'est une prêtresse, et c'est une gardienne d'un sceau. Et en fait, elle maintient emprisonné depuis des millénaires un fameux dragon maléfique, doté d'un pouvoir destructeur, qui une fois libéré, fera régner le chaos dans la contrée. Servine se bat donc pour retrouver sa famille, retrouver ses sujets. Il a cet espoir fou de retrouver sa femme et sa fille, parce que oui, il a une fille qui s'appelle Arsoni, Arsi pour les intimes, elle a 10 ans. Sa femme, qui est cette fameuse prêtresse, eh ben, elle va pas se laisser faire. On se doute bien qu'elle va pas vouloir libérer le dragon. Très vite, dès la première page, on voit cette petite pourriture de prince, et il ordonne à ce qu'on la tue. Servine retrouve donc sa fille, qui est quand même très courageuse, très téméraire. Franchement, c'est une petite personne très attachante. On se rend compte rapidement et d'une manière spectaculaire que sa maman s'est fait tuer et que le dragon maléfique, après 1000 ans d'enfermement, s'est libéré. Une seule solution, il lui faut une fraction de seconde pour réagir à cette gamine. Elle a aussi un sceau qui lui permet d'invoquer une divinité, fameuse divinité dévoreuse de souvenirs. À l'instar de Fullmetal Alchemist, avec cet échange équivalent, ce concept d'échange équivalent, elle demande à cette divinité de stopper ce dragon, de l'anéantir, en échange d'un souvenir précieux. Elle pense directement à sa mère, sauf que son père réagit et écoute, c'est tout ce qui lui reste d'elle, c'est tout ce qui va te rester d'elle, c'est ses souvenirs, prends les miens. Il dit à sa fille de prendre les souvenirs qu'elle a de lui, un sacrifice bouleversant, on les voit tous les deux en larmes. Donc Arsi fait appel à cette divinité, la fameuse sainte Fana, qui est la dévoreuse de souvenirs et qui est capable de mettre le feu à n'importe quel ennemi. Ça permet de stopper net ce fameux dragon, les protagonistes principaux s'échappent, et là va commencer leur voyage pour reconquérir ce royaume, pour aussi réapprendre
à vivre ensemble, à se connaître, parce qu'elle va se retrouver avec ce père dont elle ne se rappelle pas. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé la sagesse de ce fameux roi, c'est qu'il ne va pas essayer de la convaincre. Il va lui laisser le temps de découvrir et de recréer des liens père-fille. Et franchement, c'est les moments les plus importants pour moi dans cette histoire, et c'est ce que j'attends de la suite. C'est ce que j'attends de cette histoire, c'est d'être embarqué un peu comme un Last of Us ou un Ulysse avec Télémaque, ou même God of War. C'est cette relation père-fille qui m'intéresse, dans un voyage spectaculaire, dans un monde dangereux, quelque chose qui nous choque, qui nous bouleverse. Il y a vraiment des moments de grâce entre les deux, et franchement, c'est une belle découverte, une belle nouveauté pour cette année 2025. J'ai adoré Servine, le roi déchu. Et on sent qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Là, on avance un peu plus loin dans le récit. On va se retrouver dans une cité des plaisirs, la fameuse cité des plaisirs où il se passe beaucoup de choses. Je vais parler juste d'un ou deux bémols. C'est au niveau du dessin. Il y a de temps en temps, c'est très rare, mais de temps en temps, la lisibilité des combats est pas folle. Il faut que je me concentre un petit peu pour essayer de comprendre ce que je voyais. Et j'ai une autre chose, il y a un personnage qui fait son entrée à un moment donné. Il y a un tour de poitrine qui est quand même très important, très conséquent. Et on tourne la page, et ben là, la tour de poitrine a réduit. Donc c'est pour les besoins de la case, j'imagine, mais c'est un peu trop flagrant. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça à régler. Mais bon, c'est un premier tome. Mec, il passe du badminton à de la dark fantasy avec un univers très riche, inédit, très intéressant. Donc un monde dur, violent, la loi du plus fort l'emporte. Le seul espoir réside dans ce père et cette fille qui vont essayer de reconquérir le royaume ainsi que leur lien parental. Autre point fort, les scènes de violence, c'est jubilatoire, c'est gore, c'est hyper agressif. Les doubles pages, le côté immense du dragon, ça c'est vraiment exceptionnel. J'ai adoré. Et une histoire touchante entre ce père qui va laisser le temps à sa fille de le découvrir afin de regagner sa confiance. Servine, le roi oublié. Merci d'avoir pris le temps de regarder mon passage, j'espère que ça vous a plu, et surtout, si vous avez déjà lu Servine, le roi oublié, et vous allez le lire, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, ça nous intéresse toujours, ça fait toujours plaisir. Là, je vais reprendre une nouvelle lecture que j'ai commencée hier. Pareil, conseillé par un lecteur plus qu'averti sur une chaîne YouTube qu'on affectionne énormément ici. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne de Neil Burian. Faites-le, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de sincère dans sa démarche, un véritable passionné. On partage nos lectures, c'est un vrai bonheur. Merci encore mon Neil pour la confiance, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Moi je te dis à la prochaine. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en collaboration avec David. Moi j'ai adoré produire ça avec lui. Je suis très heureux qu'il ait pu contribuer à tout ça. Et entre nous, il m'a fait sa vidéo en 48 heures. Je crois que c'était même un peu moins que ça. Le mec est d'une redoutable efficacité et je vous le dis, je referai appel à lui s'il est d'accord pour d'autres collaborations parce qu'on a des goûts extrêmement similaires. Ce qui veut dire que avec lui, je vais pouvoir couvrir encore plus de choses. Et honnêtement, la qualité de son travail, mettez-lui en commentaire, c'est trop bien, c'est trop bien ce qu'il a fait. Donc, un grand merci, abonnez-vous à sa chaîne s'il vous plaît. Je le demande quasiment jamais pour moi, là cette fois-ci je le demande pour lui. Et s'il vous plaît, il a une chaîne toute jeune et qui mérite tout votre amour et tout votre soutien. Les amis, restez curieux, ciao et surtout bonne lecture.